Bien. Alors, maintenant, il ne me reste plus qu'à exploiter tout ça, étant entendu qu'en plus, j'ai déjà obtenu une majoration de ce bazar-là, et que j'ai déjà obtenu une majoration, elle est là, t plus x moins y puissance q, t à la puissance q moins 1. À ceci près que j'ai maintenant du t à la puissance... Donc là, normalement, à l'intérieur de la puissance 1 sur q, je mets du t. Mais vous observez que vous avez du t à la puissance 1 sur q en haut et en bas. Donc ça, déjà, je peux le virer, et j'ai ici l'intégrale 1 plus. Maintenant, il va falloir faire attention à tous les termes. Du x moins y à la puissance q, qui est lui-même élevé à la puissance 1 sur q, ça me fait du x moins y. À la fin, les puissances, ça tombe bien. Je préviens qu'en impro total, il y a quand même une bonne probabilité qu'elle ne marche plus à la fin. Je ne recommencerai pas pour trouver où l'exposant n'est pas bon. Hein. Mais ça marche. Donc, alors, 1 plus x moins y, alors il y a les puissances. T divisé par t à la puissance q moins 1. OK, j'élève ça à la puissance 1 sur q. Donc ça me fait la puissance q moins 1 sur q. Ouais. Et puis je dois rajouter, c'est-à-dire 1 sur q', et je dois rajouter la puissance 1 sur q, c'est-à-dire t. Je prends des risques là, hein, donc, parce que je vais quand même très très vite. Donc t à la puissance q moins 1, j'ai 1 sur t à la puissance q moins 1. Donc ça fait q moins 1 sur q, c'est-à-dire 1 sur q', et je rajoute 1 sur q, ça fait 1. Bon, on va voir. Hein. Prions. Mais c'est ça l'idée de la démonstration. Donc maintenant, on a tous les éléments, c'est-à-dire qu'on a une majoration de x points, c'est-à-dire une minoration de x points à la puissance q moins 2. Donc je récapitule. Ça me paraît un peu louche ça, mais enfin bon, on verra bien. Je ne suis pas entièrement convaincu de ce que j'affirme. Je vais laisser ça là parce qu'il y a des manières quand même beaucoup plus rapides de trouver les bons exposants. Donc je ferai une tentative si je trouve pas le bon. Supérieur à nu. Donc on va avoir ici supérieur à nu, c'est un autre nu. Donc je vais lui donner un autre, je vais dire maintenant, je ne sais pas, nu tilde. Pourquoi c'est un autre nu? Parce que j'ai un C qui est ici. J'élève ça à la puissance Q-2, qui est une puissance négative. Ça me fait sortir un C à la puissance Q-2. Et donc, ce que j'obtiens ici, c'est l'intégrale de 0 à t de xi point carré, divisé, multiplié par la puissance Q-2 de ce qui est là, ce qui, en d'autres termes, est simplement 1 plus x moins y sur t, à la puissance 2 moins q. J'ai changé le signe de la puissance. Bien. De l'autre côté, j'ai moins ct, toujours l'intégrale de 0 à t de xi point carré, et je majore l'intégrale de 0 à t de 1 plus xi point q, par ce qu'il est, que j'ai malheureusement effacé, mais ça je vais le reconstituer facilement, qui est donc l'intégrale de 0 à t de... donc il y a du t, je vais obtenir du t et du x moins y à la puissance q divisé par t à la puissance q moins 1. C'était ça la majoration de l'énergie. Bien. Alors, si vous me permettez, de toute façon, je pense que vous êtes prêts à tout faire pour qu'on en sorte de cette démonstration, à tout dire pour qu'on en sorte de cette démonstration. J'ai l'impression que c'est trop beau, là, mais bon, l'homogénéité est bonne, mais il y a un petit truc qui
qui me chiffonne. Donc si je mets un t carré ici, j'ai 1 et j'ai du t puissance q, de façon à avoir des expressions qui sont comparables. Bon. Et donc vous voyez que maintenant on pourra conclure. Conclusion OK. Forte convexité de l'intégrant. Conclusion OK. Et je préciserai dans un instant ce qu'il y a OK, donc je laisse entre parenthèses quelque chose, c'est-à-dire forte convexité pour une famille de courbes, et là il va falloir définir précisément quelle famille de courbes, ça va au-delà de simplement dire l'énergie est majorée par quelque chose, puisqu'il y a aussi la majoration ponctuelle. Donc forte convexité pour les x qui vérifient pour x, et on écrira ceci. La conclusion est OK. Si on sait que, vous voyez ce qui se passe, la puissance moins q qui est là, 1 plus x moins y sur t à la puissance, c'est comme s'il était en haut, ça fait à la puissance q. Mais c'est du même ordre que 1 plus x moins y q divisé par t puissance q. Donc tous les q, on peut les virer. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça sera OK si 1 plus x moins y sur t. OK? Je multiplie ça fois au carré multiplié par t2 si ceci est inférieur à quelque chose qui doit être en fait tout bêtement du nu tilde sur encore une autre constante. Parce qu'à ce moment-là, ça voudra dire que ce qui est devant cette intégrale est plus petit que ce qui est devant cette intégrale, et donc j'aurai récupéré une minoration avec une quantité strictement positive fois l'intégrale de 0 à t de xi point carré, ce qui est la définition de la forte convexité sur H1. Et là, le T2, maintenant, vous le faites rentrer à l'intérieur. Non, c'est un miracle. Hein. Le T2, vous le faites rentrer à l'intérieur, et vous avez que T plus X moins Y au carré est inférieur à nu tilde sur C. En d'autres termes, que si T et X moins Y sont petits, exactement comme dans le cas quadratique, eh bien, vous avez de la forte convexité. Bon. Je comprends que suivre des calculs un peu pénibles comme ceci, ça ne soit pas spécialement facile, mais vous voyez la stratégie, comme précédemment dans le cas Q égale 2, une seule idée nouvelle, c'est de se dire que toutes les tailles sont comparables grâce au fait que la solution extrémale vérifie un système hamiltonien. Et la conclusion est identique, c'est-à-dire on a une zone de régularité pour x moins y petit et t petit. Avec toujours le même phénomène un peu surprenant, c'est que alors qu'en t égale à 0, on a une fonction totalement irrégulière, on a sur la diagonale, c'est-à-dire x moins y petit, de la régularité pour tous les temps, et qui est fausse en t égale à 0. Donc et ça reste vrai avec un hamiltonien qui est déjà beaucoup moins régulier. Parce que lorsque vous prenez la P en 0, lorsque vous prenez quelque chose qui se comporte comme du P puissance Q, si Q est plus petit que 2, ce n'est pas très régulier en 0. Mais ça reste fortement convexe. C'est simplement, lorsqu'on regarde, je crois que j'aurais dû le dire avant, mais si vous regardez P à la puissance Q, cette fonction, elle est fortement convexe si P reste borné. C'est uniquement quand P devient très grand que la convexité est plus mauvaise, puisque la dérivée seconde, c'est du P à la puissance Q-2. Donc la perte de forte convexité, c'est pour Z très grand, pour P très grand. Et c'est bien pour ça qu'il nous faut obtenir une majoration de X points. C'est logique. Qui compense pour ce manque de convexité à l'infini. Et donc, on sent bien que si on bascule du côté Q plus grand que 2, ce sera la perte de la forte convexité en 0 qu'il va falloir gérer. Et donc, il faut obtenir des informations qui dépendent de manière assez sensible de l'hamiltonien. Ou alors changer de stratégie complètement. Quoi qu'il en soit, mission accomplie, comme disait le sinistre, dans le cas Q plus petit que 2. Et il ne disait simplement pas dans cette langue.
Mais avec une certaine modification de la démonstration, et je me rends compte que vous voyez que la forte convexité est sur quelle zone? Forte convexité, ça j'ai oublié de le dire. Donc, eh bien, on va prendre l'intégrale de 0 à t, les courbes test, c'est l'intégrale de 0 à t de x point q majoré par c fois t plus c fois x moins y à la puissance q, avec un bon c, divisé par t à la puissance q moins 1. Et avec une majoration identique pour la norme de x point. Donc en fait, je n'ai même pas besoin d'écrire celle-ci pour la norme du sup. Je n'ai même pas besoin d'écrire celle-ci. C'est dire que je prends le maximum sur 0t de x point de s qui se majore comme ceci. Et à ceci près que ça, c'est t fois le maximum. Donc c'est ceci. Donc, en fait, il y a forte convexité avec la bonne majoration, il n'y a pas besoin de remettre un C, avec la bonne majoration de la norme du sup des trajectoires. Et ça suffit pour l'unicité, puisque je sais que toute trajectoire extrémale vérifie cette borne. D'où l'unicité, et le cas Q plus petit que 2 est traité. Troisième cas. Le cas Q plus grand que 2. Bon, mais ce qu'on va voir, c'est que dans le cas Q plus grand que 2, où bien entendu les hypothèses sont toujours du même acabit, donc LPP, là je vais quand même aller un petit peu plus vite pour tout ce qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, PQ-2 fois l'identité, maintenant ça s'annule en P égale à 0, supérieur ou égal à mu à la puissance p q-2 fois l'identité. Là, c'est vraiment pour donner un exemple. Et puis, toujours les mêmes hypothèses sur LXP qui se majore par c fois 1 plus p à la puissance q-1. Toujours modelé sur p puissance q, mais avec q plus grand que 2, et puis LXX qui se majore par c fois 1 plus p à la puissance q. Bien. Alors donc, que puis-je vous dire là-dessus? Ce que je peux vous dire, c'est que l'unicité et donc tout le reste, parce qu'on a déjà vu, je le répète, je le dis uniquement, je ne l'écris même plus, que lorsqu'on avait une unicité, l'existence toujours vraie, lorsqu'on avait une unicité, on avait C1 et que toutes les propriétés s'en suivaient. Donc, l'unicité vraie, si elle est positivement homogène de degré Q, et que l'unicité et la régularité en y égale à x, est-ce que c'est différenciable en x égale y? Sont fausses dans le cas général. En d'autres termes, comme on va le voir dans les exemples, si vous prenez une situation parfaite et que vous faites une petite perturbation qui dépend de x, vous pouvez vous exposer à perdre la régularité. Et certainement perdre l'unicité. Donc là, c'est un changement drastique. De quoi ça vient? Ça vient du fait suivant. On va le voir tout à l'heure, mais la perte de convexité lorsque je prends une puissance, c'est une puissance, une fonction quadratique, c'est une fonction dont la dérivée seconde est constante, strictement positive. Une fonction qui est, comment dire, une fonction, et je regarde localement près de 0, une fonction avec la puissance q qui est plus petite que 2, elle est plus pincée près de 0. D'accord? Encore plus convexe. La convexité explose en 0.
La dérivée seconde explose en 0. Ça, c'est q égale à 2. Q plus petit que 2. Et puis, une fonction avec q plus grand que 2, elle s'aplatit en 0. Et puis après, elle se croise. Les puissances ne se comparent pas partout. Elles se croisent. Mais elle commence par s'aplatir. Et donc, le problème, c'est le fait que la dérivée seconde ici est beaucoup plus plate. Et que donc, si on veut démontrer de l'unicité, on voit bien qu'ici, on va garder du x point à la puissance q-2. Ça, je peux le garder. Hein. Tout ça, c'était indépendant de q. Y compris la majoration qui est là. Tout à l'heure, lorsque q est plus petit que 2, je m'en suis tiré en disant je veux une minoration de cette quantité, donc il me faut une minoration de ce x point à la puissance q-2, c'est-à-dire une majoration de x point. Pas de problème. On l'a vu, l'hamiltonien. Si je passe à un q qui est plus grand que 2, ben, la majoration, ça devient une minoration. Donc il faut être sûr que x point ne s'annule pas. Alors, quand l'hamiltonien est positivement homogène, ça c'est vrai. On ne peut pas s'arrêter. On ne peut pas se retourner sur la courbe extrémale. On est beaucoup plus proche d'un milieu qui est modelé sur un milieu homogène. En revanche, dès que vous allez faire une petite perturbation du style p à la puissance q plus f de x, petit potentiel si vous voulez, eh bien le potentiel peut avoir pour effet que si vous allez de x à x, eh bien vous commencez par partir de x. Lorsque vous avez quelque chose d'homogène et que vous voulez partir de x à aller en x, c'est-à-dire au même point, bah, la bonne solution, c'est ne rien changer. Vous ne bougez pas. Mais si l'hamiltonien n'est pas homogène dans ces exemples, si vous avez des termes d'ordre 0, si vous voulez, comme un potentiel, un f de x, ben vous avez, même si vous payez en énergie, vous avez intérêt, si le f a le bon goût d'être négatif pas loin, à aller visiter un peu le potentiel pour descendre l'énergie, pourvu que vous ne dépensiez pas trop d'énergie, entre guillemets, cinétique, mais si vous vous déplacez à faible vitesse, vous faites une petite excursion, eh bien, comme c'est très plat, vous n'allez pas payer cher. Okay. Donc ça, c'est grosso modo l'intuition. Donc, avec des perturbations d'un cas positivement homogène de degré Q arbitrairement petites, vous pouvez avoir perte de régularité. Parce que juste avec un petit potentiel qui a le mauvais goût, qui a les mauvais signes. On va mettre ça en place. Donc, le cas positivement homogène est très différent. Alors, on regarde... On commence par l'unicité. L'unicité, si je reprends ce bazar-là, si je veux la forte convexité, donc c'est un peu longuet hein, comme démonstration, donc je vais vous la faire courte. Hein. Dans le cas de l'homogénéité, il n'y a plus du tout toutes ces constantes. C'est la première observation, c'est que partout j'écrivais du x moins yq sur t puissance q, il y avait un 1. Dans le cas où c'est positivement homogène, il n'y a pas de 1. Donc ça, c'est quelque chose que je vais maintenant expliquer. C'est qu'on est purement en train de comparer avec des choses dans lesquelles il n'y a pas de terme constant. Donc je commence par ce cas-là, le cas d'unicité. Donc positivement homogène de degré Q. Donc en particulier, ce que vous savez, c'est que h de x et de p est majoré par mu fois p à la puissance q, et que h de x et de p est minoré par nu fois p à la puissance q. Donc en particulier, c'est le h étant L. Je vais mettre un 1 sur q, comme ça je connais explicitement l'expression du L de x, y, t. Donc là, il n'y a pas de constante. C'est l'homogénéité. Vous en déduisez donc L de x, y, t est majoré par mu sur q x moins y à la puissance q divisé par t à la puissance q moins 1. Pas de constante. C'est nu sur q x moins y à la puissance t sur q moins 1. Le
LXP, toujours grâce à l'homogénéité. Ce n'est pas une hypothèse, hein. C'est-à-dire que si vous avez l'hypothèse, pardonnez-moi, si vous avez une information, oui, ça il faut que j'en dise un mot, c'est que la remarque, par exemple, c'est que si L est positivement homogène de degré Q, et que, par exemple, je regarde la majoration, je sais que L de X et de P est majoré par mu puissance P, mu P à la puissance Q plus constante, alors ça entraîne que L de X et de P est majoré par mu puissance P, par mu P puissance Q. C'est l'homogénéité, et on aura la même chose sur LXP, qui est homogène de degré Q-1, et sur LXX, qui est homogène de degré Q. Toutes ces constantes disparaissent. C'est un résultat de l'homogénéité. Tout simplement parce que ça, c'est homogène de degré Q, ça, c'est homogène de degré Q, et ça ne l'est pas. Donc ça ne peut pas y être. Pas d'accord? Bon. Un argument dimensionnel, diraient les physiciens, simplement un argument de changement d'échelle, si vous voulez faire la démonstration précise. C'est que eh bien, vous écrivez que L de X lambda P est inférieur à mu lambda puissance Q, P puissance Q plus C, et que ça, bien sûr, c'est par l'homogénéité, lambda à la puissance Q, quel que soit lambda positif, L de X et de P. Et donc, vous divisez par lambda puissance Q, ça vous fait que L de X et de P est inférieur à mu P puissance Q plus C sur lambda puissance Q. Vous faites tendre lambda vers l'infini pour aller capturer l'homogénéité et tuer la constante. Et donc, vous avez bien la majoration. Donc, partout où on avait des constantes additives aux termes embêtants avec tous les x, y, les x moins y, etc., toutes ces constantes, elles disparaissent dans le cas de l'homogénéité. Bien. Chose totalement classique. Hein. Oui, quand je dis totalement classique, tout à coup, ça me revient parce que j'ai encore envie de pousser une gueulante. Beaucoup d'entre vous avaient suivi des cours dans les classes préparatoires et je vous engage à aller regarder les programmes qui viennent de sortir pour les classes préparatoires. Juste pour vous donner un exemple qui est absolument monstrueux du point de vue de la formation mathématique, il n'y a plus l'apprentissage des suites de Cauchy en classe prépa. Des suites de Cauchy. Donc, vous m'expliquerez qu'est-ce qu'on peut faire en analyse. Hein? Donc, c'est absolument scandaleux. C'est une honte. Bon, c'est incroyable. Bon, et je peux multiplier les exemples. Aucune manipulation de changement de variable. Aucune manipulation d'intégrale multiple. D'accord? Donc, je ne sais pas. Mais enfin, les fous qui ont pondu ça, c'est absolument possible. Alors, c'est quoi? C'est toujours sous prétexte que les classes prépa favorisent l'élitisme, le mot honteux par excellence, alors que c'est, comme toujours en nivellant par le bas, qu'on accroît les différences, parce qu'il y a ceux qui ont la chance d'avoir une formation supplémentaire. Non, c'est un non-sens complet. C'est l'exigence qui peut permettre une certaine égalité des chances, en accompagnant ceux qui en ont besoin. Certainement pas de laisser tomber les exigences. C'est absolument scandaleux. Ça fait partie, c'est à la suite de la réforme des collèges, etc., hein. Bon, enfin, je n'en reviens pas. Ce n'est pas que je sois attaché, vous m'avez déjà entendu protester sur les programmes de classe prépa. Ce n'est pas parce que je trouve que les classes prépa n'ont pas évolué en 50 ans, alors que la société a énormément changé, que c'est le type d'évolution que je souhaite. C'est-à-dire de dire, bon, on s'en fout de ce qu'ils vont apprendre. Bon. Ça fait du bien. Mais c'est hallucinant. Hein. Je dois dire que je n'en reviens pas. Donc, il y a d'ailleurs des études qui ont été faites pour regarder en 10 ans le programme des classes prépa et le programme qui est projeté. La comparaison des deux est hallucinante. Hallucinante. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bien sûr, dans mon ancien lycée, je ne vais pas
qui est un excellent lycée par ailleurs, qui était Louis-le-Grand. Louis-le-Grand, il n'y aura rien de changé, ils vont continuer exactement le même programme qu'avant. Ailleurs. Donc voilà, bon, ça voudra dire que déjà, je ne sais pas, à l'école normale supérieure ou à l'X, on est à des contingents, des proportions monstrueuses qui viennent tous de 2 lycées en France. Ben, on va encore en rajouter une couche. Ça, c'est évidemment, ça permet de lutter contre l'élitisme. Bon, vraiment n'importe quoi. Bien. Mais des moments où on fatigue quand même, avec les ayatollahs du nivellement par le bas, c'est insupportable, les psychopédagogues, machin. Les spécialistes, ah non, pardon, c'est les spécialistes de sciences de l'éducation. Ouais. J'aimerais bien aller voir devant un amphi de 400 personnes. Bien, ok. Allez, là ils apprendraient ce que c'est les sciences de l'éducation, c'est-à-dire l'artisanat de l'éducation. Allez, je m'arrête là, avant de me mettre à dénoncer des gens en particulier. Alors, donc, deuxième sortie du vieux con. Mais le vieux con assume. Alors, et puis c'est vrai que j'en profite parce que je sais qu'ensuite c'est Internet, c'est pas que les gens vont regarder ou que ça les émoue, ou que les ayatollahs en général ne sont pas émus par des attaques violentes. Donc ça ne changera rien, mais en tout cas ça me fait du bien. Bon, alors, quoi qu'il en soit, où en étais-je? Oui, j'en étais à dire qu'on a peu de constantes, donc... j'ai quand même vu, au regard un peu interloqué d'un certain nombre de mes collègues qui dans le système d'enseignement supérieur et de recherche, qu'ils n'étaient pas forcément au courant. Hein. Donc, il faut le savoir. Bien. Alors, ça évidemment, donc, vous voyez, la seule chose que j'ai faite, c'est d'enlever les constantes. Donc maintenant, le problème, c'est que ce que je dois chercher à avoir, c'est une minoration. Et la minoration, elle n'est pas tout à fait évidente, sauf que dans le cas positivement homogène, l'argument que j'ai fait tout à l'heure, qui disait si je prends les valeurs de x points en 2 points, je peux les comparer à des constantes près, eh bien grâce à l'homogénéité, j'ai plus à des constantes près. C'est-à-dire que c'est toujours le même argument d'homogénéité, quand j'avais que le max de x bar point s, donc je ne refais pas toute la démonstration sur s dans 0t, tout à l'heure, j'avais écrit c fois, j'avais écrit ici le min, et puis j'avais mis un 1 plus. Mais là, le 1, il n'y en a plus, grâce à l'homogénéité. Parce que, effectivement, si vous repartez en arrière, si je regarde déjà les z, j'ai un h qui est positivement homogène. Ça veut dire qu'il est majoré et minoré par du z à la puissance q'. Il n'y a plus de constantes. Toutes les constantes sont virées comme je l'ai fait dans l'homogénéité. Et donc, vous voyez maintenant que vous avez une minoration est inférieure. Que vous avez une minoration du min bien par l'énergie. Je mets ici 1 sur t et à la puissance q. 1 sur q. Ça, c'est évidemment dire, hein, j'ai la bonne normalisation sur la masse complète, c'est majorer l'intégrant par le max. Et puis ça, c'est l'estimation grâce au système hamiltonien. Et donc maintenant, j'ai exactement la même démonstration que précédemment, parce que j'ai su me ramener, j'ai su remplacer ceci par une minoration qui prend en compte l'énergie, et que l'énergie, c'est le même calcul qui se déroule. Même fin de démonstration. Donc, dans le cas positivement homogène,
on obtient, mais là je suis en train de vous escroquer, on obtient de la forte convexité en un point X tel que le minimum soit minoré, et en fait soit minoré. Donc on a forte convexité en termes de dérivée seconde en X, oui, en X, tel que le min de S sur 0T de X de S soit supérieur à nu fois X moins Y à la puissance Q, ça c'est du X bar point. Donc c'est X bar point, ben c'est évident, c'est nu X moins Y sur T. Pourquoi c'est évident? Parce qu'on est très proche du cas indépendant de X, grâce à l'homogénéité, et que dans le cas indépendant de X, on passe de XY à vitesse constante qui est 1 sur T. Donc en fait, ce que ça dit, c'est que la vitesse est minorée par la vitesse que vous avez, j'aurais dû le dire tout à l'heure, que vous avez dans le cas indépendant de X. Ça, c'est la vitesse pour le problème indépendant de X. Bon, ben, si on a la forte convexité, la belle affaire, ça y est, c'est gagné, on a l'unicité. Oui, à condition d'avoir la forte convexité sur un ensemble convexe. Et une information où min est supérieure à quelque chose, ce n'est pas convexe. Donc il y a encore un problème. Formellement, on a effectivement l'unicité. Mais ça, c'est pas très agréable. Hein, c'est comme valeur absolue de A supérieure à epsilon, ben, vous avez deux demi-droites. Hein, ben, l'ensemble de demi-droites, c'est pas convexe. Donc ça ne suffit pas pour l'unicité. Alors ça suffit quand même, parce qu'il y a d'autres arguments. Ça veut donc dire que la forte convexité, ça veut dire que le système linéarisé des équations de Lagrange est défini positif. Ça entraîne que localement, il n'y a qu'une unique solution. Globalement, on ne sait pas, parce qu'il y a peut-être un autre poche de convexité. Et en fait, l'unicité se démontre par un argument de continuation, parce que ça veut dire que toute solution est non dégénérée. Donc je prends une solution, elle est non dégénérée. Ça veut dire que si je fais des perturbations du problème, j'ai une unique courbe de solution par le théorème des fonctions implicites. Et que si je sais me ramener, faire une déformation ou par continuation à une zone où je sais qu'il y a une unique solution, tout en gardant la même structure, que là, je peux partir que dans ce sens-là, eh bien, vous voyez que si vous y avez une autre solution, je pourrais faire la même construction, même si c'était totalement tangent, je ne peux pas avoir deux courbes différentes qui émanent du même point. Donc ça, c'est un genre d'argument qui est un peu inhabituel. Ce n'est pas tout à fait les arguments d'unicité standard. C'est des arguments que, je pense, Cacciopoli a été le premier, le mathématicien napolitain, à écrire dans la première moitié du XXe siècle, qui consiste à dire que si on contrôle bien l'ensemble des solutions, et si on sait que le problème linéarisé en un point critique ou en une solution de l'équation est inversible, alors il y a une unicité globale. C'est comment passer du local de l'information, il y a une unicité locale, à une unicité globale. Eh bien, on essaie de faire des déformations pour se ramener à une situation connue. Quelle déformation ici? C'est très simple, il faut garder l'homogénéité. Eh bien, qu'est-ce que vous allez mettre? Eh bien, par exemple, vous mettez H de delta X, et on va faire une déformation en delta fois P. L. Ça reste homogène de degré Q. Delta est un paramètre positif ou nul. En delta égale à 0, vous êtes indépendant de X. Là, il y a une unique solution, c'est la droite. Et vous savez que
pour chacun de ces Hamiltoniens, donc ça c'est pour ces Lagrangiens, ça c'est pour la photo au point L delta, vous savez que la dérivée seconde est localement est un opérateur défini positif, donc il y a une unique solution proche de celle-ci par rapport à delta, une unique branche, et puis en delta égale 0, il y a une unique solution avec une unique branche, donc toute cette courbe est unique. Voilà, je ne vous donne pas les détails, mais il faut rajouter une petite couche. Hein. C'est pas la forte convexité ne donne que de l'unicité locale, mais ça suffit ici. Donc déjà, on voit que ça se complique un peu pour Q est plus grand que 2. Et puis surtout, on va voir dans un instant que ça devient faux après si je sors de l'homogénéité. Donc on va faire des choses très simples. Je vais surtout commenter l'unicité, mais croyez-moi, ouais, je ne suis pas sûr d'arriver à faire les dérivées secondes aujourd'hui. Mais je vais introduire ça. Je voulais finir, mais flûte. Donc, toujours pour Q plus grand que 2, pas d'unicité. Et en fait, en travaillant un peu sur le... C'est pas très compliqué, en travaillant un peu sur le... en travaillant un peu sur ce type d'exemple, on va bien comprendre de quoi il s'agit. Bon, ben on va regarder un problème en dimension 1, parce que déjà, ça sera un problème de calcul des variations complètement élémentaires en dimension 1. D'habitude, on note le x, u. On va regarder l'intégrale de 0 à t. Vous verrez que t ne change rien à l'affaire. Je vais mettre ici, on va dire, 1 sur qx point à la puissance q. D'habitude, x, on l'appellerait u, on appellerait t, on l'appellerait x, et on dirait du sur dx à la puissance q. C'est la même chose. Et puis, je vais mettre plus un potentiel f de x. Plus f de x ds. Et je regarde x de 0 égale 0 et x de t égale à 0. Je suppose, par exemple, que f est pair. Oui, et que f de 0 est égal à 0. De sorte que la courbe qui me tend les bras, qui consiste, ou la fonction qui me tend les bras identiquement nulle, me donne une énergie nulle. OK ? Le fait que f soit pair, ça me dit simplement que si x bar est minimum, ça entraîne que moins x bar est minimum. Et donc, s'il y a unicité, ça ne peut être que 0. Et donc, aussi, si 0 n'est pas le minimum, il n'y a pas unicité. Et puis, à partir de là, on peut même regarder, comprendre pourquoi le L associé à ceci n'est pas différenciable en 0. Bon, alors évidemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un f qui a envie de descendre. OK? Donc, pensez f de x qui est près, pour x près de 0, qui est comme moins x2. Eh bien, si vous prenez des x tout petits, ça c'est tout petit comme du carré, et ça c'est tout petit comme une puissance plus grande que 2, et donc c'est celui-là qui l'importe, et qui est négatif. Donc on a des fonctions de test qui donnent une énergie négative. Et donc l'infimum doit être négatif, ça ne peut pas être 0, il n'y a pas d'unicité. Et donc là, vous voyez que la perte d'unicité est liée évidemment à ce potentiel qu'on a rompu l'homogénéité. Évidemment, je n'ai pas de dépendance en x, on est en dimension 1, donc clairement, si f égale à 0, il y a unicité, mais ça, c'est le cas indépendant de x. Mais vous voyez que dès qu'on est en dimension 1, j'ai fait très peu de choses. Et vous voyez que la taille de f ne joue aucun rôle. Enfin, vous voyez, non, vous ne voyez rien si je ne décris pas les choses. Donc la première chose que je dois dire, c'est que je vais dire que f de x est égal à, par exemple, moins, et justement, on va regarder la taille.
je vais mettre un delta devant, plus delta f, et je vais dire que f est égal à moins x2 sur 2, près de x égale à 0. Delta étant positif et a priori aussi petit que je veux. Je peux avoir une fonction qui est C infini, c'est moins x2 sur 2 près de x égale à 0, elle peut même revenir à 0, enfin être totalement régulière, à support compact, ça n'a rien à voir. Bien, maintenant, qu'est-ce que je prends? Bien, je prends x égale epsilon fois y. Et je peux même faire quelque chose de plus simple. Donc, il faut que je parte de 0 et que je revienne en 0. Donc, une bonne courbe, ça va être, on va dire, st-s. Ouais. C'est bien pour montrer. J'aurais pu prendre n'importe quoi, hein, mais et on balance ça dans cette énergie que j'appelle J de x. Bien, J de x, ça me fait un epsilon à la puissance q. Bon, il y a un sur q, mais ce n'est pas très très grave. La dérivée de st-s qui doit faire t, t moins 2s à la puissance q. Enfin, aucune importance. Vraiment, je ne sais pas pourquoi je fais ce calcul, mais enfin bon. Plus delta, si je prends epsilon suffisamment petit, je ne vois que le moins x2, donc ça me fait moins epsilon 2, et l'intégrale de 0 à t de s2 t moins s carré. Bon, alors donc, vous voyez ce qui se passe. Fixons t, mais qui peut être aussi petit qu'on veut. Je fixe t, j'ai epsilon 2, puis j'ai un delta. Bien, vous voyez que même si delta est très très petit, pour epsilon suffisamment petit, c'est ce terme-là qui va l'emporter, puisque q est plus grand que 2. Donc, j'ai exhibé un point x, x epsilon, pour lequel l'énergie est négative, donc l'infimum est strictement négatif, ça ne peut pas être le minimum. Donc vous voyez que même si vous faites une toute petite perturbation, eh bien vous avez le risque d'avoir des courbes qui, pour aller d'un point à lui-même, font une petite excursion. Donc là, ça va dépendre des propriétés, non pas des valeurs de f en x. Les valeurs de f en x, ça n'a aucune espèce d'importance. Ça va surtout regarder les propriétés de stabilité de f, des dérivées premières, dérivées secondes. Bon, basta, ça suffit. On n'a pas, je ne vois pas de raison d'aller beaucoup plus loin. Donc cela montre bien que cette affaire d'unicité est plus subtile qu'il n'y paraît. Donc même si elle est relativement standard dans le cas fortement convexe, bien là on voit qu'il y a une assez grosse différence pour des Hamiltoniens généraux. Quelques mots pour conclure cette partie du cours des dérivées secondes. En nous disant que quel était le contrat que... Ouais, il y aurait des choses à dire aussi sur la convexité en regardant des mouvements de courbe, quand est-ce que le L est régulier. Alors ça peut s'analyser et on voit que il faut vraiment la convexité, même des domaines étoilés n'induisent pas la régularité du L de XYT. Donc la convexité est vraiment présente. Donc qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que si vous prenez A pour H, le carré d'un opérateur qui est homogène de degré 1, positivement homogène de degré 1, donc comme la norme du gradient U si vous voulez, les zones de niveau, bon, sont certains ensembles. Si elles sont convexes, on a une petite chance parce que c'est de la quasi-convexité. Si les zones de niveau ne sont pas convexes, en général, il n'y a pas de régularité du L. Même si on les suppose étoilées, en fait, c'est des problèmes de parcours minimal, c'est de mouvements géométriques, c'est pas très, très compliqué. Mais croyez-moi sur parole, la convexité, là, est absolument indispensable. Sinon, on peut, pour avoir un L régulier, sinon,
semble y avoir fort peu de chances, ça semble condamné. Ce qui était tout à fait logique avec les explications que je vous avais données sur la propagation de la convexité. Et surtout de la régularité. Alors, donc pas d'unicité, fin de l'affaire. Et maintenant, pour le deuxième ordre. Alors, pour le deuxième ordre, à première vue, ça ne donne pas envie. Et je pense que ça a bloqué. On aurait pu faire ce genre de considération, et je pense que quelque part, on les avait en tête il y a très longtemps sur les solutions de viscosité. Mais quelque part aussi, quand on voit ce qu'il faut faire sur le deuxième ordre, on se dit, la vie est courte. En effet, à part que, en fait, on se trompait parce qu'il y a une manière de faire les choses très simplement. Donc, je vous rappelle que pour faire marcher le deuxième ordre, en fait, on sait que les L de x, y, t, non seulement sont C1, mais ils sont C infini si tout est régulier. En tout cas, C2 sur toute la zone x moins y majorée, t majorée. Parce qu'une fois qu'on a l'unicité, on a un problème de calcul des variations, on peut dériver la dérivée, on a démontré que le problème linéarisé était inversible, c'est la forte convexité, donc on peut linéariser, du coup on récupère C2. Bon, en fait, on récupère C infini. Mais bon, en particulier C2. Ça, ce n'est pas la difficulté. C'est de l'analyse plus ou moins standard. C'est un peu comme le théorème des fonctions implicites, hein. Le théorème des fonctions implicites, il faut pouvoir inverser une dérivée, et puis vous avez continu C1, C2, simplement en rajoutant de la régularité sur les non-linéarités. C'est exactement la même chose. Bien. Alors, ça, ce n'est pas le problème. En revanche, on sait que, comme je l'avais indiqué, la chose absolument cruciale, c'est d'obtenir une bonne majoration de ceci qui ne soit pas du 1 sur epsilon. Donc, et là, je baptise maintenant L epsilon égale L de xy epsilon. Et qui tiennent compte du fait que dans ces dérivées secondes, il doit y avoir un peu de compensation entre x et y. Où sigma, c'est quoi? C'est une matrice qu'on avait construite comme étant un sigma de x, sigma étant elle-même une matrice, sigma transposé de y, sigma de x, sigma transposé de y, sigma transposé de x, sigma de y, à une transposition près. Sigma de y, sigma transposé de y. Voilà. C'est une matrice symétrique, donc c'est ce que j'ai corrigé. Symétrique, positive ou nulle. En fait, ce que l'on cherche réellement à avoir, c'est une majoration, j'indique bien une majoration de D de L de XY par une matrice intéressante. Et c'est-à-dire intéressante, c'est que je ne veux pas que ce soit 1 sur epsilon ici, 1 sur epsilon ici, et 0 là. Typiquement, avec le x moins y, ça marche parce qu'on récupère i sur epsilon moins i, i sur epsilon et moins i sur epsilon moins i sur epsilon. Ça, c'est une bonne matrice, parce qu'effectivement, ça va nous faire sortir, comme on l'a déjà dit, sigma de x moins sigma de y au carré, divisé par epsilon. Et ça, c'est bon. En revanche, si on avait ceci, c'est des exemples que je vous donne, hein. Si on avait ceci, ça serait catastrophique, parce qu'on n'aurait aucune compensation. Et on récupère un terme qui explose. On veut pouvoir majorer cette expression par quelque chose, donc par quelque chose qui tend vers 0 quand epsilon tend vers 0. Et ça, on voit bien que ça tend vers l'infini.
Donc, ce que l'on cherche à obtenir, ce n'est pas de calculer les dérivées secondes. On doit pouvoir y arriver. De temps en temps, je me disais, allez, je vais calculer la dérivée seconde. Puis à la troisième ligne, je me disais, non, ce n'est pas possible. Outre le fait que j'étais presque sûr de commettre 18 erreurs de calcul avant d'arriver à un résultat qui, en recommençant 20 fois le calcul, différerait à chaque fois. Donc, ça pousse à être paresseux et à réfléchir. Donc, ce que l'on a besoin de comprendre, c'est la forme quadratique associée aux dérivées secondes. Donc, je vais écrire les choses. Après, il faut tout penser matriciel. Mais, grosso modo, qu'est-ce que l'on veut? On veut comprendre alpha LXX plus 2 alpha bêta LXY plus bêta 2 LYY, étant entendu qu'en fait, LXX est une matrice, que tout ça, ce sont des matrices, je l'écris comme si c'était des scalaires, ça marche exactement pareil. Et c'est là-dessus que je veux une majoration, parce que si j'ai une majoration de la forme quadratique, j'aurai une majoration de la matrice des dérivées secondes et j'aurai une majoration sur les quantités dont j'ai besoin pour l'unicité des solutions de viscosité avec des opérateurs du second ordre. Bon. Alors, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire qu'il faut que je trouve une forme, si j'ai ici une certaine constante, ça revient à trouver une forme quadratique au-dessus, sur les perturbations, au-dessus du L à un certain point. Mais ça me tend les bras parce que L, c'est un infimum. Donc, n'importe quelle quantité qui intervient dans l'infimum, si je la choisis bien et que je fais le développement limité au deuxième ordre de cette expression, alors il faut faire attention parce que c'est dans les contraintes, mais on va se débarrasser des contraintes. Si je fais cette opération sur une des fonctions test, j'aurai automatiquement une majoration de la forme quadratique et un calcul finalement assez facile à faire sur simplement une de ces intégrales. Quelle intégrale? Bon, alors ce que l'on va prendre, c'est la courbe, donc je fixe un point xy t, où c'est C2. Je considère la courbe extrémale associée à ce point-là, le x bar qui minimise, qui à l'instant 0 vaut x, à l'instant y vaut, à l'instant t vaut y. Et ce que je vais regarder, c'est L de x bar plus epsilon alpha y plus epsilon bêta. Non, et epsilon, ça en fait un peu beaucoup. H. C'est-à-dire que je fais une variation dans la direction alpha-bêta, H, et il faut que je fasse une variation symétrique qui approche la dérivée seconde. Donc je mets plus L de x bar. C'est un x, excusez-moi, il n'y a pas de x bar là, pour l'instant. L de x moins h alpha, y moins h bêta, moins 2L de x, y, et je divise par 1 sur h2. Ça, clairement, quand h tend vers 0, par définition de ce que sont les dérivées secondes, quand h tend vers 0 par valeur positive, ça tend vers cette forme quadratique en alpha bêta, calculée, évaluée au point xy. Bien. Ça, c'est un inf, ça, c'est un inf. Donc, ces deux morceaux affectés des signes plus sont plus petits que l'intégrale calculée le long d'une courbe particulière. Et comme j'ai un moins, là, je n'ai pas le choix, je prends la meilleure possible.
Donc ici, je mets moins 2 fois l'intégrale de 0 à t de L de x bar moins x bar point. Et en fait, là, ce que je suis en train de refaire, c'est les démonstrations du fait que la fonction valeur d'un problème de calcul des variations ou d'un problème de contrôle optimal, qu'on sait obtenir une borne de type semi-concavité. Et simplement, je vais le faire à 2 variables sur les 2 variables à la fois, et ça va me sortir en 3 lignes la bonne expression. Comment sortir, je vous annonce, en 3 lignes? C'est-à-dire que là, ce qu'il faut que je prenne, c'est une courbe qui joigne x plus h alpha, y plus h bêta. Qu'est-ce que je vais faire? Bien entendu, comme pour identifier le gradient, je vais prendre L x bar et je vais rajouter le segment de droite parcouru à vitesse constante allant de h alpha jusqu'à h bêta. Ce qui n'est rien d'autre que de dire 1 moins s sur t h alpha plus s sur t attendez, oui c'est ça, plus s sur t, ça c'est x bar de s, plus s sur t h bêta, je vérifie, s égale à 0, ça fait x bar plus alpha, s égale à t, je suis à, x bar, à y plus h bêta. Ça c'est correct. X point moins x point, moins x bar point. Je mets plus ou moins pour dire que je somme le plus et le moins, et je retranche moins 2lx bar, tout ça je le fais sous l'intégrale, moins x bar point. Moins x bar point, et là je rajoute quelle dérivée? Et en fait, la compensation, elle va être là. La compensation, c'est que lorsque vous prenez la dérivée, bien entendu, vous avez un h, ça c'est pas... Là, il n'y a pas de compensation, on divise par H2, on ne gagnera rien. Mais le point qui est extrêmement important, c'est que vous dérivez maintenant en S. Quand vous dérivez en S, vous récupérez ici moins alpha sur T plus bêta sur T. Vous récupérez bêta moins alpha. Elle est là, la compensation. C'est de dire on joint 2 points. Et rien de plus que ceci. Donc c'est plus H, bêta moins alpha sur T. Plus ou moins. Donc le plus ou moins, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous écrivez ça avec le plus, vous rajoutez la même expression écrite avec le moins. OK? Donc, la quantité que je veux estimer, je peux l'estimer comme ceci, en disant c'est égal, la première ligne, c'est égal à la limite quand h tend vers 0 plus. Et ceci est inférieur ou égal à cette expression-là. De sorte que, en conclusion, maintenant vous faites la dérivation d'ordre 2 à l'intérieur de l'intégrale et vous récupérez l'intégrale de 0 à t de quoi? Eh bien, vous récupérez Lxx au point x bar moins x bar point. On s'en moque. Facteur de quoi? Bien, facteur de 1 moins s sur t alpha plus s sur t bêta au carré. Plus Lxp, la même expression, c'est xx points, c'est comme tout à l'heure. Hein. Maintenant, c'est des majorations. Tout à l'heure, on avait des minorations pour la convexité. 1 moins s sur t alpha plus s sur t bêta. Et là, ce que je récupère, c'est donc bêta moins alpha sur t. La vitesse est constante de la perturbation. Donc ça, c'est gagné. Et puis, pardonnez-moi, le dernier terme, LPP, multiplié, donc c'est la dernière partie du développement limité, multiplié par bêta carré, par bêta moins alpha carré, divisé par T2. ds. Voilà. Alors, je vais commencer, et puis vous me pardonnerez si on ne va pas épuiser les délices de ce genre de calcul avec le k plus petit que 2, le k cube plus grand que 2. Bon, ça suffit. Regardons le cas quadratique.
modelé sur le cas quadratique, mais c'est plus général que ça. Hein. Et j'en déduis donc que ceci se majore. 1 moins S sur T, c'est majoré par 0 et 1. Donc je vais majorer ça brutalement, il n'y a pas de compensation, par alpha carré plus bêta carré. Je mets un C devant. Lxx, il se majore par x point carré. Donc l'intégrale, je vais l'écrire, l'intégrale de 0 à t de x bar point carré. Avec une constante, 1 plus x point carré. Comme toujours, le terme LXP, il est pris par Cauchy-Schwarz entre le terme LPP et celui-ci. Je l'oublie. Et je conclus avec le dernier. LPP est majoré par une constante, bêta moins alpha au carré, la fameuse compensation dont je vous parlais, divisé par T2. À ceci près que ce n'est pas T2, parce que j'intègre de 0 à T ds, donc ça me fait 1 sur T. Sinon, dans le cas indépendant de x, ça ne marchera pas. Bien. Et maintenant, je remplace l'intégrale de 0 à t de 1 plus x point carré. Ce point-là, je peux le majorer par C0 fois alpha carré plus bêta carré, 1 plus l'intégrale de 0 à t de x point carré, elle est commensurable à l'expression L de x, y, t. Donc je peux mettre ici, si j'en ai envie, ici, x moins y au carré sur epsilon, ou je peux mettre ou, donc c'est multiplié par ça, ou je peux mettre 1 plus L epsilon, ou constante plus L epsilon, si je veux être tout à fait rigoureux. Pourquoi? Parce que c'est l'énergie. Lorsque je fais la démonstration de l'unicité pour les solutions de viscosité, il n'y a pas de souci, parce que je vais automatiquement travailler. Donc il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. 1 plus x point. Oui, c'est que c'est epsilon plus x moins y. Parce que le Lxx, c'est l'intégrale de x point carré, c'est du x moins y carré sur epsilon ou du L epsilon. Mais l'intégrale de 0 à t, et t c'est epsilon, hein, pardonnez-moi, l'intégrale de 0 à t de 1, c'est du epsilon. Lorsque je fais mes démonstrations de solution de l'unicité de solution de viscosité, ça c'est par exemple mes sigma, c'est borné. J'ai ici du epsilon qui tend vers 0. Ah oui, c'est vrai que je suis vachement en retard. Du epsilon qui tend vers 0 et du x moins y carré sur epsilon qui tend aussi vers 0, comme on l'avait déjà vu. Et donc, le résultat des courses, c'est que effectivement, ce terme-là n'est pas gênant. Bon, là, je suis complètement pris par le temps. Je finirai ce petit argument sur les dérivées secondes la semaine prochaine, qui sera le dernier cours avant les fêtes de fin d'année. Donc, 2 minutes de pause et puis Jean Dolbeau qui fait l'exposé.